Cette fois c'est fini, la saison 4, l'ultime saison de Wakfu est définitivement terminée. Et pour moi c'est de loin la saison qui m'a le plus fait vibrer. Ankama s'est vraiment surpassé dans la réalisation de cette saison, et certainement que comme vous, j'ai toujours envie d'encore plus de Wakfu. Comme si en réalité les Necromes ce seraient nous, les fans de la série, avec pour chef Thoth, un chef qui nous a nourris de Wakfu le temps d'une invasion qui a duré une saison, avant que nous nous retournions tous à notre ennui à travers nos propres portails carrés que sont nos écrans. Une fin qui a volontairement laissé de nombreuses histoires ouvertes, car elle va continuer à vivre à travers son webtoon qui débutera le 19 avril. Un webtoon que je couvrirai bien évidemment pour continuer à vous faire vivre l'univers Wakfu à travers mes vidéos. Enfin, avant d'en arriver là, il me faut tout d'abord vous livrer mon analyse de ces 3 épisodes. Une fin magique, tellement magique qu'elle nous a tous enveloppés dans son univers au point qu'on s'est tous vus l'espace d'un instant à la place de Thoth et Malek pour y ajouter nos propres petits détails au scénario. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi vous parler de Dofus Touch. Vous connaissez très probablement l'univers fantastique de Dofus duquel la série Wakfu est issue. Un univers grandiose qui est désormais à portée de doigt grâce à Dofus Touch, une déclinaison de Dofus se développant exclusivement sur smartphone et tablette. Contrairement à sa version PC, Dofus Touch est un jeu totalement gratuit. Pas besoin de vous abonner pour y jouer, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que bientôt le jeu va accueillir une grande mise à jour incluant prochainement de tout nouveaux serveurs. Alors préinscrivez-vous grâce au lien mis en description pour être de la partie le 3 avril, des préinscriptions qui cartonnent d'ores et déjà avec énormément de monde prévu. Le moment idéal pour vous lancer avec vos amis et partir à l'aventure à travers le monde des 12 avec un début de jeu complètement refait pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Incarnez les héros de votre choix parmi les 15 classes disponibles, où vous pourrez jouer un Kra ou un invincible Yop comme Gulthard et Tristepin, et montrer alors comment de bons Yop savent se servir de leur tête. Alors à vos smartphones, téléchargez Dofus Touch et rendez-vous le 3 avril sur les nouveaux serveurs pour découvrir le MMORPG ultime sur mobile. Allez, ceci dit, il est temps de débuter cette vidéo. C'est parti pour l'ultime review de cette saison 4 de Wakfu. Lorsqu'on entame l'épisode 11, le temps redescend depuis le sacrifice de Killby et la grande transformation de Hugo avec un retour sur notre bon vieux Ruel qu'on n'avait plus vu depuis un bon petit moment. Il finit par retrouver Harpagon, mais en voyant ce qu'avait construit Harpagon grâce à sa fortune et le bien qu'elle pouvait apporter à toutes ces personnes dans le besoin, sa rage s'est comme envolée pour faire place à l'évidence. Harpagon disposait bien mieux de sa fortune que lui, une évidence qui le pousse à se retirer abandonnant le trésor de toute une vie pour partir de nouveau de zéro avec son brave Kamasutar qui lui dénichera son tout premier Kama. C'est à ce moment-là que surgit Hugo face à Ruel pour lui demander de l'aide pour faire face au Necrom. Une aubaine pour Ruel qui avait bien besoin de penser à autre chose. D'ailleurs, ça peut paraître bizarre, mais j'ai trouvé cette scène belle. Il se rend bien compte que son lien avec Hugo, c'est la seule chose tangible sur laquelle il a toujours pu compter. Une relation quasi paternelle très précieuse qui lui donne encore vocation à vivre de grandes choses. Ils s'en vont ensuite retrouver la famille Persedal, une famille qui est laissée dans un état pitoyable voire dépressif depuis le départ de leur bien-aimé Flopin. C'est dire à quel point il était précieux pour eux. Le souci c'est qu'en arrivant, Hugo avait changé beaucoup d'apparence depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Un changement d'apparence qui va laisser place au doute, Tristepin pensant qu'il s'agit alors d'Oropo. En tout cas, ce n'est pas pour me déplaire, car le petit combat de la famille Persedal contre Hugo était vraiment très bien animé. C'était super bien pensé de briser un peu la monotonie de la réunion de la confrérie du tofu, avec un bon petit combat qui en plus opposait 2 des héros les plus populaires de la série, que tout le monde a toujours voulu voir s'opposer. Et entre nous de ce petit combat, je donne Hugo vainqueur largement au-dessus de Tristepin. Enfin, heureusement pour Hugo, Keva est là pour contrôler cette famille d'ordinaire incontrôlable. Au passage, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voir Gulthard faire partie intégrante de la famille en tant que fils de Tristepin, c'est un réel plaisir, surtout quand ce dernier s'implique avec Eleli en l'appelant petite sœur pour lui donner des conseils. Une fois tout ce beau monde revenu au calme, Hugo expliquera la situation alarmante à laquelle le monde doit faire face avec les Necromes. Une situation idyllique pour nos têtes rousses qui avaient bien besoin de vivre une grosse baston des familles pour leur faire oublier l'indépendance de Flopin. Une invasion qui semble imminente puisqu'on retrouve Tauros Mordal dans les chutes de lave de Brakmar, profitant des cristaux de Wakfu de ce milieu naturel important de la région pour détruire la cité avec des éruptions de lave. Et ce n'est pas la modeste armée de Brakmar qui arrivera à faire quoi que ce soit malheureusement. De retour dans le Necromonde, il qualifiera même de faible la résistance de ce monde, avant d'envoyer ses légions absorber son Wakfu en s'attaquant cette fois-ci au royaume Sajida pour ne pas changer. Un endroit fort symbolique, théâtre de tous les conflits depuis la saison 1 avec Nox ou encore avec le chaos d'Ogrest qui menaçait d'ensevelir le royaume sous ses eaux. Cette fois, c'est une invasion auquel elle doit faire face, ce qui n'est pas sans rappeler l'invasion des chouchous dans la saison 2. Une fois de plus, l'arbre de vie est en danger et c'est devant la grande déesse que nos héros vont tous se réunir en espérant de l'aide de sa part. Malheureusement, elle restera fidèle à elle-même et préférera fuir avec les siens plutôt que de sauver le monde qu'elle pense perdu. Ces paroles ne seront pas du tout du goût de Hugo, qui va alors définitivement affranchir le peuple Eliatrope de la grande déesse
préférant se battre aux côtés de leur roi plutôt que de vivre en lâche en fuyant aux quatre coins du cosmos avec leur déesse. Un Hugo qui montre qu'il n'est pas le frère de Killby pour rien, il montre qu'il est dans la continuité de l'esprit de ce que Killby avait déjà clamé bien plus tôt face à la couardise de sa mère. Je tiens tout de même à souligner une phrase intéressante de la grande déesse. À un moment, elle dit que même les dieux ne peuvent rien contre les nécromes. Est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle a vu les nécromes venir à bout des dieux? Malheureusement, le mystère restera entier. En tout cas, face à cette volonté de faire, la déesse Héliatrope ne pourra rien faire d'autre que d'accepter le choix d'émancipation de ses enfants. Elle offrira alors un ultime cadeau en mettant le royaume sous protection d'une barrière de Wakfu avant de s'enfuir quelque part dans le cosmos pour protéger les enfants qu'elle garde dans sa nébuleuse. Vous me direz au moins elle pense à ses enfants car du côté des Persodal, ni Pain ni Eleli n'a été mis à l'abri de la guerre. Il sera en plein dedans, faisant de Pain d'ailleurs le guerrier le plus jeune à jamais avoir participé à une guerre. Pour faire face aux assauts dévastateurs des nécromes, Hugo va recourir à l'héliasphère dont on apprend davantage d'ailleurs. En l'utilisant, ce dernier puise dans le Wakfu de son utilisateur au point d'en consumer sa vie s'il en abuse. Le secret est donc d'en profiter tout en jaugeant les limites dans lesquelles naviguer, sans quoi l'énergie devient destructeur, se transforme en stasis et consume l'essence vitale de la personne. Hugo, à l'image d'un Naruto, va réussir à nouer un lien entre l'héliasphère et les héros qu'il a rassemblés pour que chacun puisse utiliser des pouvoirs hors du commun. Une héliasphère qui effectivement montre qu'il est bien plus puissant qu'un Héliacube, puisqu'il offre les possibilités de l'Héliacube à une multitude de personnes à la fois. Hugo va exposer son plan. Pour lui, il est inutile de faire face au Nécrom. Il faut absolument retourner dans le Nécromonde pour sauver Nora et miser sur elle pour qu'elle puisse refermer les portails, coupant alors le seul moyen pour que ces absurdités puissent envahir le monde. L'assaut va finalement être lancé par Thoros Mordal, et qui d'entre nous n'a pas pensé aux marcheurs blancs de Game of Thrones en voyant cette scène, surtout quand le roi Armand va dresser une gigantesque muraille de ronces pour bloquer les Nécroms, mais que ces derniers vont l'escalader par milliers. Ephraim offrira la brèche duquel les Nécroms vont pouvoir s'engouffrer dans la barrière de Wakfu dressée par la grande déesse, mais avant qu'il ne la brise trop, Adamai enclenchera le plan de Hugo en s'occupant d'Ephraim pour qu'il n'entrave pas l'escouade de secours d'arriver jusqu'au portail du Nécromonde. Une escouade qui semble se composer de Tristepin et de Gulthard qui vont faire front aux assauts des Nécroms. Une équipe père et fils qui était bien partie pour tout exploser pour faire place nette jusqu'au portail, mais en voyant la horde de Nécroms mettre en danger la vie de sa famille, Tristepin fera machine arrière, n'arrivant plus à les laisser derrière lui pour vivre le combat de sa vie. Et là je tiens à dire merci. Merci d'avoir rendu ces lettres de noblesse à Tristepin. J'en pouvais plus de son traitement depuis le début de cette saison. Grâce à cet épisode, nous découvrons le Tristepin que je défends bec et ongle. Le Tristepin qui est devenu ce père de famille qui ne peut laisser les siens en danger pour vivre son aventure comme autrefois. C'est un mari aimant, un père au grand cœur qui montre le meilleur de lui lorsque ceux qui l'aiment sont en danger. Un Tristepin qui évoquera le passé de manière nostalgique avec le roi Armand, se rappelant l'époque où ils courtisaient tous les deux Evangeline, avant de replonger dans le combat pour nous offrir une scène incroyable où il semble dépasser toutes les limites possibles, avec la rêve que tout le monde a compris autour de Dragon Ball avec les changements de couleur de ses cheveux, pour terminer sur une forme quasi divine. Un déferlement de pouvoir qui repoussera les Nécroms qui avaient réussi à s'engouffrer dans une brèche de la muraille du roi Armand. Un roi avec un grand R qui montre ce que c'est que d'être le protecteur du royaume Sadida, le protecteur de l'arbre de vie, le protecteur du peuple Sadida. Un homme qui a su se magnifier dans cette saison, qui a montré qu'au-delà de sa fermeté due à sa position, ça n'en reste pas moins un homme avec beaucoup d'amour à donner, que ce soit à son peuple, à sa femme ou encore à sa tendre et chère sœur, elles obsèdent toutes ses pensées. C'est pourquoi lorsque le terrible Rotalstrom fera son apparition, brisant comme de si rien n'était la barrière de Wakfu de la grande déesse, il a su immédiatement ce que son devoir de roi lui incombait de faire. Il mettra tout le monde à l'abri, et Amalia, comprenant ce qui se jouait, gesticulera dans tous les sens, en larmes, suppliant Armand de la relâcher. Voici le moment pour lequel il a été formé toute sa vie, le devoir d'un roi, utiliser jusqu'à la dernière goutte de Wakfu que son être scelle pour la décupler avec l'héliasphère, consumant alors sa vie. Un sacrifice impressionnant, grâce auquel il va réussir à absorber le rayon de stasis gigantesque du dragon, pour ensuite le transpercer de part en part avec des dizaines de ronces mettant fin à la vie de cette calamité, mais également à celle d'Armand Sheramcharm, roi et protecteur du monde des 12. La guerre n'est pas pour autant terminée, et voyant que son époux a été terrassé, Aurora, qui est alors la reine Sadida, suivra les recommandations de son père et fuira le royaume pour retourner vers les siens. Et voir leur reine désertée, après que leur roi se soit sacrifié, mettra un coup sévère au moral des soldats Sadida et Héliatrope sur le champ de bataille. Evangeline fera reprendre conscience à Amalia que désormais c'est sur elle que tout repose. C'est elle qui est la reine et protectrice du royaume Sadida.
Et si elle ne se reprend pas, le sacrifice de son frère aura été vain. Grâce à Eva, Amalia reprendra ses esprits et fera une démonstration de puissance pour repousser les nécromes qui menaçaient ses amis. Elle réussira à galvaniser son peuple, prenant totalement à bras le corps son nouveau rôle de reine et protectrice des peuples Sadida et Héliatrope. Des peuples qui semblent désormais unis sous l'égide d'un même royaume. On peut remercier Eva d'avoir remis de l'ordre dans l'esprit d'Amalia avant qu'il ne soit trop tard, mais malheureusement pour notre Kra, les nécromes sont invincibles et surtout ils sont beaucoup trop nombreux. Une situation qui semble condamner nos héros à la mort, c'est pourquoi elle dira ces mots lourds à son époux. « Pimpin, il faut que tu partes avec les enfants, emmène-les loin d'ici. » Que c'était dur de voir ça, mais en même temps, qu'auriez-vous fait si vous étiez le seul à pouvoir sauver vos enfants, mais que cela impliquait d'abandonner votre femme, la mère de vos enfants? Le choix de la raison est celui de Pimpin en réalité, celui de prendre les petits pour les sauver. Mais quel déchirement! J'avoue que j'aurais préféré voir un triste Pain qui lui aussi aurait pris jusqu'à sa dernière goutte de Wakfu comme Armand pour tous les sauver sans faire de concession. Enfin, en tout cas, grâce à notre grand Ruel, la question ne se posera même pas. Il enfilera sa forme Forzerker en fusionnant avec son Foreur et donnera un répit à nos héros le temps que de l'autre côté, Hugo sauve Nora. En parlant de Hugo, il semble enfin être arrivé au portail, mais malheureusement pour lui, il est sous bonne garde puisque Tauros Mordal veille au grain. Il bloquera l'élan de Hugo, et même s'il se fera surprendre le temps d'une attaque par Joris, il réussira à les bloquer tous les deux. Heureusement, le légendaire Gulthard finit enfin lui aussi par arriver au portail, et il réussira à mettre un coup net au souverain des Nécromes. Un coup qui laissera assez de répit à Hugo pour qu'il traverse très vite le portail, pour se rendre dans le château du Nécromonde où Nora a été figée. Face à ce spectacle d'ailleurs, il restera sans voix, s'en suivra des échanges de banalités sur le fait que rien d'autre que son appétit n'a d'importance pour Tauros, mais si vous avez été concentré jusqu'au bout, vous comprendrez que Hugo montre pour la toute première fois de la série que c'est un fin stratège. Il la pâte avec des paroles censées le provoquer tout en veillant à se déplacer vers la sortie, et c'est qu'une fois bien placé qu'il lance les hostilités en faisant vibrer le maximum de Wakfu qu'il possède pour la pâter encore plus. Une fois que Hugo a captivé toute l'attention de Tauros, il cherchera à s'éloigner le plus possible de son château, tout cela dans le but que Gulthard et Joris qui avaient fait profil bas jusque-là puissent délivrer Nora de sa prison. Hugo encore une fois semble s'inspirer beaucoup de Killby qui utilisera les rayons de Wakfu via ses portails pour attirer son attention en le gavant de Wakfu. Malheureusement Tauros va vite flairer le pot rose et les gamineries de Hugo pour le ralentir avec ses portails vont le faire exploser de rage au point qu'il striera Hugo de rayons de stasis. Tauros aura alors le champ libre pour retourner au château empêcher Joris et Gulthard de sauver Nora. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que l'héliasphère consume la vie de son utilisateur? Eh bien ça c'est une règle qui ne s'applique qu'au héros que Hugo a lié à l'héliasphère. Pour lui ça ne s'applique pas grâce à la magie de ses Sidofus. Eh bien je ne sais pas si c'est directement grâce à l'héliasphère, mais il semblerait que grâce à tous ses pouvoirs, il a été capable d'absorber tout le stasis qui l'entoure pour enfin être capable de maîtriser cette énergie sans pour autant se mettre en danger. En faisant un peu attention à ses plans, on y voit un parallèle assez déchirant où contrairement à lorsqu'il était dans la nébuleuse de Wakfu de sa mère dans le confort et entouré des siens, dans cette bulle de stasis, il semble tiraillé et seul dans son malheur. Enfin, grâce à ça, il a désormais en plus de sa lame de Wakfu une lame de stasis, de quoi pouvoir repousser désormais Tauros au corps à corps au lieu de le gaver inutilement de Wakfu avec ses rayons. De l'autre côté, le petit bonhomme, comme l'appelle Gulthard, peine à briser la pierre dans laquelle Nora est enfermée. Heureusement, Gulthard dispose d'une puissance inouïe au corps à corps sans artifice de Wakfu, ainsi qu'une expérience au combat inégalable, ce qui lui permet de faire jeu égal avec Tauros. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris, mais Tauros semble connaître le nom de Gulthard. Et plus fort encore, il sait que c'est un demi-dieu. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai laissé alors mon esprit imaginer quelque chose de fou. Est-ce que Tauros ne serait pas le tout premier demi-dieu Yop? Ce combat prendrait alors un sens bien plus lourd, entre deux rejetants de Yop complètement opposés. L'un ayant fait tous les mauvais choix possibles, semant la destruction sur son monde, tandis que l'autre, malgré quelques écarts, a de tout temps apporté son aide aux héros de chaque ère pour apporter la paix et l'ordre sur le monde. Quoi qu'il en soit, grâce à Gulthard, Joris réussira à finalement délivrer Nora, qui semble alors désœuvrée, très loin de la Nora sûre d'elle qu'on a connue au début de la saison. Les rôles alors s'inversent, elle n'est plus la grande sœur, c'est Hugo qui enfile ce rôle de grand frère pour lui faire reprendre confiance en elle. Tout cela grâce au pouvoir le plus simple mais le plus incroyable qui soit, grâce au pouvoir des mots qui vont faire ressaisir Nora, qui va alors faire de son mieux pour reprendre l'ascendant sur Ephraim grâce à son lien avec lui. Un combat psychique s'engage alors, un combat où l'on comprend les plus sombres pensées d'Ephraim, qui les en veut de l'avoir abandonné aux mains de ces monstres que sont les Nécromes. Un combat psychique que Nora finit par gagner, sortant alors Ephraim de sa servitude envers Tauros. Grâce à ça, elle réussit en répétant le schéma inverse d'Ephraim à créer une multitude de portails sur le monde des 12, reliés à un giga-portail sur le Nécromonde pour qu'Amalia et le reste de la bande puissent renvoyer tous les Nécromes d'où ils viennent. De retour sur le combat de Tauros contre Hugo et Gulthard, c'est un véritable festival auquel on assiste. On sent qu'il y a eu beaucoup d'inspiration
version du combat de Naruto et Sasuke contre Momoshiki, qui lui aussi avait la particularité d'absorber des techniques utilisant du chakra. Un parallèle très réussi, surtout que Yugo peut enfin faire face à Tauros avec ses sabres, et où on aura un beau clin d'œil avec les chaînes de l'épée de Gulthard entourant Tauros, rappelant les chaînes de Sasuke. Gulthard va pouvoir utiliser ses 7 PA pour nous faire la plus belle colère de Yop jamais vue. Entre nous, je suis vraiment épaté. Je reste ébahi devant ce spectacle. Je manque même de mots pour rendre hommage au travail titanesque derrière ce combat. Il rentre sans peine dans le top 3 de mes combats favoris tout animés confondus, et ce n'est pas le troisième. Je pense qu'on se rend pas forcément compte, mais on parle pas d'ici du Ufotable ou de Mappa, Ankama qui en plus a fait le pari totalement dingue de produire cette série en France. Compte tenu de tout ça, le résultat est juste ahurissant, et je crois bien que personne ne se rend réellement compte de ce que Ankama a réussi à produire dans sa globalité avec cette saison 4. Ankama, je vous tire mon chapeau, c'était tout simplement grandiose. Pour en revenir au combat, il les propulsera dans l'espace du Nécromonde, offrant un spectacle de désolation en dévoilant des planètes complètement mortes aux alentours. Misère, corruption, guerre et servitude. Vous me direz pourquoi j'évoque ces 4 choses en particulier? Eh bien en reprenant la narration de Tauros depuis ses débuts, ainsi que ce que décrivait la grande déesse sur l'état du monde avant qu'il ne dépérisse à ce point, je me rends compte qu'au final Tauros, bien qu'animé de bonnes intentions, a probablement répandu la guerre dans sa quête de pouvoir, amenant la misère et la corruption, au point qu'ils sont tous tombés à l'état de servitude en devenant des nécromes, 4 noms qui résonnent comme étant les cavaliers de l'Héliocalypse, le fameux destin inéluctable lié à l'utilisation des Dofus que Tauros ne cesse de faire allusion à Yugo. C'est d'ailleurs ce que de nouveau Tauros semble évoquer dans un dernier élan qui va très vite s'interrompre quand il va constater que Yugo a enfin réussi son coup. Un gigaportail cubique s'ouvre en renvoyant les nécromes à l'expéditeur, mais cette fois-ci le portail est de couleur bleue, indiquant que ce n'est pas Ephraim mais plutôt Nora derrière tout ça. Tauros tentera d'emprunter le portail avant qu'il ne se referme, mais grâce aux efforts de Gulthard, il n'y arrivera pas. Le pauvre par contre se fera aspirer sans Wakfu jusqu'à que Yugo ne réussisse à le délivrer. Yugo qui adressera un dernier regard de pitié à Tauros, qui se fera entraver par la chute des nécromes jusqu'à s'effondrer sur le nécromonde. Nora attendra que Yugo revienne sain et sauf sur le monde, avant de lui demander de veiller sur les héliatropes dont elle avait la garde jusqu'alors, des héliatropes qu'elle a formés et qu'elle confie désormais à son frère, à son roi, avant de retrouver Tauros pour lui faire comprendre que désormais, Ephraim est sous son contrôle, qu'il ne le ramènera plus jamais à lui. Elle se téléportera alors avec Ephraim dans les confins de l'espace, des confins où plus personne ne les dérangera, des confins où ils reposent à jamais en paix. Nos héros ont réussi l'impensable, ils ont réussi à renvoyer ces abominations que sont les nécromes dans leur monde, avec cette fois-ci aucun moyen de pouvoir sortir de cet enfer. La promesse envers Killby est respectée, les planètes ont été sauvées, et le sacrifice d'Armand a été le salut du monde. Il peut reposer en paix avec son père et sa mère. Pendant ce temps, Tauros lui retourne à son trône, pour de nouveau se figer en pierre, le temps qu'une autre opportunité s'offre à lui. Le monde est de nouveau en paix, loin de tout danger pour l'instant, un répit qui offrira le temps à Yugo et à Amalia de s'unir pour le meilleur et pour le pire, une union magnifique que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience, mais qui scelle surtout l'union de 2 peuples donnant de nouvelles responsabilités à Yugo, qui en plus de son peuple doit désormais veiller à la protection et au bonheur du peuple Sadida. C'est ainsi que se clôt la grande épopée de Yugo qui a maintenant accompli tous ses rêves. Il a retrouvé les siens qui ont désormais un endroit sur le monde des 12 où s'épanouir, il n'a plus son problème lié à sa taille qui l'empêchait de vivre pleinement son amour avec Amalia, et il a surtout fait la paix avec ses alter ego. Toutefois, je n'oublie pas les paroles de repos au premier épisode. Tu vas utiliser des pouvoirs qui te dépassent, Yugo. Tu vas les utiliser et tu vas faire pire encore, car de tous les maux, tu es le pire, Yugo. L'histoire de Tauros semble inéluctablement se répéter à travers Yugo. La question désormais est de savoir comment tout ça va se passer. Voilà pour l'ultime review des épisodes de la saison 4 de Wakfu. Une review qui se termine en point d'interrogation, mais je vous rassure, elle commencera à révéler ses réponses le 19 avril à travers son webtoon que je couvrirai bien évidemment. L'aventure est terminée pour la série, mais elle va se poursuivre en webtoon en attendant la grande nouvelle d'un Kickstarter pour la série animée sur Waven qui fera office d'une saison 5 de Wakfu. C'était des moments incroyables que j'ai passés en votre compagnie, j'ai vécu réellement ce qui semblait être un rêve. Merci à tous pour vos messages, vous m'avez donné une force que je n'aurais jamais soupçonnée. Il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki, pour vous servir, ciao.